À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père et Danse Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Épisode 5, Avenir. Alors, c'est Aline. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit qui s'appelle Intra-rêveuse. C'est un texte où j'explique de façon réaliste comment se sont passées mes hospitalisations et où aussi je donne un peu un point de vue qui peut paraître négatif sur la psychiatrie, mais qui relève juste de mon expérience et de mon ressenti sur ce que c'est. Alors, chant numéro 1. La psychiatrie n'en est qu'à ses balbutiements. Telle une micro-société, elle a des codes, un système bien élaboré et une catégorisation de l'humain. Ce qui n'a pour but à l'origine que de soigner des symptômes devient une dictature de l'homme sain sur les fous. L'intellect médical prend le dessus sur l'intelligence émotionnelle. Récit. Quand tu passes par la case HP, t'es clairement marqué à vie. Que ce soit par la violence de ton entrée en soins, la condescendance des soignants, l'enfermement parfois pire qu'en prison, ou par la violence de la crise qui s'y a mené. À 18 ans, j'ai été propulsée dans les bas-fonds. Déjà, dans une ville que j'affectionnais peu, me retrouver entre quatre murs à désespérer était ce qui pouvait m'arriver de pire. Tout ce qui m'entourait me répulsait, et ma tentative de fugue, ainsi que le fait d'avoir jeté toutes mes affaires à la poubelle, relevait de cette tentative d'épuration de mon environnement direct. Je n'avais plus le sens des réalités, travailler me semblait impossible au vu de ma phobie sociale, les études ne faisaient pas sens là où j'étudiais, tout me dégoûtait. Je voulais l'air pur, de beaux paysages, une musique en fond, juste de quoi me vêtir et me nourrir. Alors, j'ai fait un baluchon et mes parents ont vite compris ce qui se tramait en moi. Alors, j'ai accepté sans broncher, avec même un intérêt, voire une curiosité, ce séjour en HP. Je voyais déjà dans mon esprit les blouses blanches, les gens errant entre quatre murs, et comme si je partais en vacances, j'étais attirée. Seulement, aux urgences psy, j'ai vite compris que ce ne serait pas un séjour à la mer. À peine arrivé, qu'on me faisait déjà une prise de sang et qu'on m'imposait un breuvage putride. Le premier entretien avec la psychiatre ressemblait à un interrogatoire de police. Au bout de seulement quelques phrases prononcées, le diagnostic tombait. On est dans le domaine de la psychose. Comment avaler un terme si déshumanisant ? Ensuite, j'ai eu un petit délire. C'était comme si les anges m'avaient dit de dire à mon père que je l'aimais, et je l'ai fait. Comme si c'était une consigne de l'au-delà pour pouvoir passer plus facilement les semaines à venir. Une fois cette prière faite, je suis placée en secteur fermé. Lugubre, murs verdâtres et jaunâtres, des barreaux à toutes les fenêtres, une légère ouverture des fenêtres dans les chambres, une salle télé à en mourir de chagrin, un jardin fumeur plutôt décent, quelques garde-fous, une chambre d'isolement assez fictive même quand y est tellement t'es shooté. Toutes les personnes que tu rencontres en hospice sont comme des énigmes. Tu essayes de capter qui a quoi, comment te comporter avec chacun pour survivre au mieux cet enfer. Le premier boss du jeu que j'ai dû combattre, c'est M. Un garçon qui lisait en moi comme un livre ouvert, sans aucun doute sur le moindre de mes secrets, mes pires défauts. Il savait me descendre comme il fallait, je craignais toujours son jugement.
Et puis, une fois, il a cru que j'étais la cause d'une attaque de panique d'une femme dans la chambre d'à côté. Et j'ai compris qu'il n'était pas si lucide que ça sur moi. Passé le niveau 1, à savoir 2 semaines enfermées, à attendre de pied ferme la sortie et à prendre connaissance des médicaments et de leur violence, commença la traversée du désert en clinique. Ces semaines-là, j'en retiens de l'ennui, similaire à regarder en entier les 5 saisons de Secret Story, des dramas dignes des anges de la télé-réalité, et une infinie peur face au néant cérébral présent en moi et autour de moi. Un deuxième boss qui s'appelait Dr V. Il me toisait avec condescendance. Je percevais de la pitié dans son regard et il inspectait les moindres aspects de ma gestuelle, de mon discours, et c'est comme s'il me réduisait un dossier médical. Champ numéro 2. Un des biais de la psychiatrie consiste à observer, tel un animal, le comportement du patient. Sur mon dossier médical était inscrit ma façon de me mouvoir, de m'exprimer, de socialiser, les incohérences de mon discours et les symptômes correspondant à un diagnostic à venir. Les antécédents familiaux sont résumés à 3 lignes. Le descriptif des symptômes des troubles étudiés et répertoriés par la psychiatrie est étrangement beaucoup plus long. J'ai ressenti une humiliation par l'ascendant que prenait le psychiatre sur moi, à m'analyser, me scruter, intellectualiser ce que je vivais comme un drame personnel, et surtout à noter sur son calepin mon regard fuyant, mes gestes figés, mon apragmatisme, ma discordance affective, ma méfiance. Alors qu'il m'avait donné un traitement de cheval et qu'il m'observait avec ce que je prends encore aujourd'hui pour du mépris. Ces semaines-là d'hospitalisation manquent de clarté. On ne nous dit rien en particulier pour me comprendre ce qui nous arrive. Quelle est la définition exacte du diagnostic que vous me donnez? Pourquoi me donnez-vous ce traitement, à part pour me calmer? Quelles sont les molécules prescrites? Quels effets réels, quels effets secondaires ils auront? Et puis, il y a eu des stagiaires en blouse blanche qui, je dirais, étaient un peu méprisants. Je répondais un peu à côté de la plaque à leurs questions et ça les faisait marrer. Sortir dans les allées aussi, au bout de 3 semaines d'enfermement total, m'a donné le spectacle émouvant des arbres éblouissants de verdure et de lumière. Jamais il ne m'avait paru si vivant, si irréel. À quoi bon cloîtrer des patients hors d'état de nuire, seulement en proie au désespoir le plus total? La faille psychiatrique, selon moi, relève de son sécuritarisme, de son hygiénisme et de sa dichotomie entre patient et soignant, le saint d'esprit et le malade. L'été arrivait et j'étais placée en unité de jeûne, ce qui facilita la suite de mon hospice. D'ordinaire timide et renfermée, j'ai trouvé un cocon de sûreté auprès de mes semblables. Le début d'un long périple de rétablissement. Pendant 5 ans, il aura fallu me rééduquer le muscle de la vie quotidienne. Les gens, les voix, les mots, les habitudes, écrire, parler, chanter, tout relevait dès lors de l'inachevé. Comment tout recommencer? Dès lors, j'ai slalomé quelque temps entre hôpital et vie extérieure, entre grands guillemets. Toute cette expérience m'a longtemps été qu'une immense cage intérieure. Puis j'ai trouvé une forme d'autonomie lorsque j'ai appris en thérapie à dire non ce qui ne me convient pas, à dire oui même si ça fait peur, et à choisir, même si ma mère n'est pas d'accord. J'y travaille encore beaucoup. Enfin, j'ai dû au prix de nombreuses larmes accepter un traitement, malgré ses effets secondaires assez répugnants au début. Et j'ai dû sceller un pacte avec moi-même, celui de vivre pour de bon. Prendre en main mon équilibre psychique, réguler mon système nerveux. Pour ça, des thérapies alternatives m'ont personnellement aidé. Thérapie holistique, ostéopathe. J'ai pris ce qu'il y avait de bon à prendre et accepté les coups de pouce de la vie. Au final, je me sens encore poursuivie par ce passé. J'ai relu mon compte rendu d'hospitalisation et en y pensant, c'était il y a seulement 5 ans que tout ça est arrivé. Dans le même temps, j'ai évolué, mais c'est comme si le fantôme de la maladie me poursuivait. Lorsque je me tourne vers ce passé, j'ai des regrets.
Être fier de soi, c'est parfois dur, car on se dit qu'on aurait pu faire les choses autrement, prendre certaines décisions plus tôt. De plus, le fait que je sois encore sous médicaments me rappelle que peut-être, sans ces molécules que je déteste tout en pouvant pas vivre sans, je serais encore très mal aujourd'hui. Accepter que la psychiatrie nous a aidés tout en nous blessant profondément est un paradoxe à admettre. Question-réponse. C'est Guillaume. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'empathie au niveau des soignants dans les hôpitaux psychiatriques. Et effectivement, en plus de l'empathie, l'écoute aussi. Ok, alors moi c'est Sylvain. Alors c'est quoi la question? Alors la question c'est avenir. Quel est l'avenir de la psychiatrie? Oh ben moi, comme je suis vice-président de Turbulence, une assoce d'usagers de la psychiatrie, je pense que, en tout cas selon moi, la psychiatrie de l'avenir appartient aux patients et à ses usagers. Je pense qu'avec des structures comme les clubhouses, qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, mais qu'on connaît dans les pays nordiques et anglo-saxons, on peut vraiment avoir une certaine... en finir avec la tiédeur qu'on a dans la psychiatrie plus conventionnelle qu'on avait de tout ce qui vient de la médecine psychiatrique qui a été exercée depuis le 19e siècle, où on considère que c'est assez vertical, c'est-à-dire qu'il y a le psychiatre, il y a les infirmiers, il y a le psychiatre, il y a le psychologue, il y a les infirmiers, il y a les ASH, et ensuite il y a les patients qui doivent suivre et écouter l'encadrement. Soi-disant qu'ils ne seraient pas aptes à comprendre ce qui peut se passer, comprendre quelles décisions il faut prendre, avoir la conscience de certaines choses ou non. Alors qu'en fait, quand on muselle la parole des patients, on se prive de beaucoup de choses intéressantes. Voilà, donc je pense que vraiment l'avenir de la psychiatrie, ça passe par nous, par les usagers, par les malades, par les patients. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de renverser la pyramide, hein, mais je dis simplement, il faut simplement avoir donc que ce soit inclusif, quoi, parce qu'on fait des assos, on fait des GEM, on fait des voilà, on dit il faut inclure le patient dans la société. Il y a des lois qui sont faites pour obliger les entreprises à engager un certain nombre de handicapés travailleurs. Bon, mais on pourrait déjà les inclure dans l'hôpital, ce serait déjà pas mal. Au moins dans leur suivi, je veux dire. On pourrait voilà, apporter plus de crédit et voilà, ne pas être dans le tâtonnement un peu tiède, un peu frileux, que si jamais on n'est pas dessus tout le temps pour surveiller comme le lait sur le feu, ça va être une avalanche de catastrophes. Avenir, que faut-il changer dans la psychiatrie? Mais on a déjà un peu répondu à la question tout à l'heure avec Sylvain. Ce que je pense de ce qu'il faudrait changer, le regard des psychiatres, enfin des soignants en fait, quand on est en intra-hospitalisé, c'est-à-dire quand on est hospitalisé à plein temps, je pense que il y a un regard un peu jugeant et une espèce de supériorité du corps médical sur les patients. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que pour avoir cette impression d'avancée dans le rétablissement, il faudrait changer peut-être même les conditions au niveau de l'environnement où le patient il évolue, parce que finalement il y va souvent, et peut-être que le cadre il doit évoluer de façon plus ouverte, et qu'il y ait plus d'intégration des patients eux-mêmes dans la rémission. Donc voilà, changer le regard des soignants, changer les croyances peut-être aussi sur ce que c'est que la maladie. Je sais que c'est un avis qui n'est pas partagé par tous, mais je crois que le fait d'avoir une maladie mentale, ça témoigne de certaines facultés mentales et psychiques qu'on a tous au fond, mais
elles peuvent être développées un peu trop violemment et puis ça peut mener justement à un déboussolement total Il y a aussi le au fait niveau mental. de pas être vu juste comme des malades, mais comme des personnes qui souffrent d'une maladie et pas juste des personnes malades. D'après vous, comment améliorer la prise en charge des malades en psychiatrie? Peut-être plus d'écoute quand on est hospitalisé en psychiatrie, que j'ai été dans un service qui était à Montpellier et on voyait jamais les infirmiers. Il y a une fille avec qui je suis hospitalisé qui me disait que je l'avais limite plus aidé que les psys, quoi. Après, je n'ai pas donné de médicaments, mais c'est juste qu'ils étaient jamais là. Quand on avait qui était en crise, des fois c'était des patients qui devaient aller les voir, et encore si on avait qu'à aller les voir. Et ouais, c'était pas le top du top, quoi. Et ouais, plus d'écoute, prendre plus le temps avec les patients, et des infirmiers peut-être un peu plus sérieux et moins saoulés, qui seraient peut-être un peu moins saoulés par leur travail, quoi.